Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiapolis, épisode consacré aux suites de l'histoire de l'art. Après le premier épisode qui allait des origines jusqu'à la Renaissance, ce deuxième épisode, en partant du XVIIe siècle, va cheminer jusqu'à l'essor de l'art contemporain au cours du XXe siècle. Commençons tout de suite avec cette période de l'émergence du baroque, au tournant des années 1600. Un des artistes majeurs du moment est le Caravage. Il est l'un des premiers à qui l'on est reproché de peindre sans tabou la laideur, avec un naturalisme parfois déconcertant. L'exemple parfait est l'incrédulité de saint Thomas. Nicolas Poussin, en France, se distingue par le cadre naturel de ses tableaux, tant que par sa sensibilité gréco-italienne, qualité qu'on pourrait également attribuer à Claude Lorrain. Véritable polymathe et artiste de cour, en particulier dans le camp catholique lors de la guerre de 30 ans, le flamand Pierre-Paul Rubens est le peintre baroque par excellence. Ses tableaux exubérants sont marqués par une surcharge foisonnante, des couleurs vives et un mouvement permanent. Le début du XVIIe siècle, par ailleurs, où l'absolutisme commence à se faire ressentir plus vivement, consacre le phénomène des artistes de cour au service des pouvoirs royaux. Ainsi en est-il de Antoine van Dyck, disciple de Rubens à la cour d'Angleterre. Génie des portraits mettant en valeur les souverains et les hommes de pouvoir, il inaugure cependant une tendance à la production industrielle de commandes de plus en plus catalogues, tandis que beaucoup de ces commandes étaient en réalité finies par ses élèves. Il ne reste pas moins un artiste très reconnu. Enfin, on ne peut pas ne pas citer Diego Velázquez, qui, comme Van Dyck, offre ses talents à une cour, celle d'Espagne. Sa capacité à peindre les expressions faciales n'avait d'égal que sa créativité dans l'invention de scènes originales pour représenter les puissants, les Ménines par exemple, où il peint l'envers du décor d'un portrait qu'il réalise. La Hollande, après la Réforme, prend un chemin différent de la Flandre, dans la mesure où, comme l'Allemagne, le marché de la peinture y a fortement limité les scènes religieuses auparavant dominantes et a encouragé l'art du portrait. L'un des maîtres techniques de l'époque est Rembrandt, aujourd'hui unanimement considéré comme l'un des plus grands peintres qui a su se distinguer encore plus que Velázquez dans la représentation des expressions. La spécialité flamande des scènes de genre, de vie quotidienne et satirique trouve cependant dans la deuxième moitié du XVIIe siècle une continuité en Hollande avec Jan Steen, en quelque sorte le successeur de Bruegel. Et puis on assiste à l'émergence d'une spécialité hollandaise qui va peu à peu conquérir l'Europe, la nature morte. Type de peinture se vendant très bien chez les bourgeois hollandais qui aimaient à décorer leur cuisine avec ces tableaux bien adaptés, les natures mortes, de par l'agencement des objets, leurs couleurs et leurs choix, qui ne devaient pas être vus de manière purement descriptive, mais bien au-delà, représentatifs de l'esprit, de l'humeur, de la vision de l'art des peintres de ces tableaux. Ainsi, Wilhelm Kalf se pose-t-il en maître de la nature morte. Enfin, il faut reconnaître à Vermeer la capacité à avoir su concilier l'héritage des scènes de genre et celui des natures mortes dans des œuvres restées célèbres comme La Laitière. Il ne faut pas oublier que le baroque est indissociable de la contre-réforme. À l'opposé de la sobriété du monde protestant, l'Europe catholique cherche à impressionner de plus en plus par la richesse et l'exubérance des formes et des couleurs. Malheureusement, cette période correspond également à un déplacement des centres de production et de créativité artistique et culturelle de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord. Sur le tard, seul Le Bernin apparaît comme l'un des grands créateurs fournis par l'Italie. La période dite classique française est indissociable du règne de Louis XIV. Bien qu'elle se veuille une réponse au baroque, elle en est largement inspirée et le château de Versailles, principale œuvre du classique français, bien qu'il soit résolument classique, sobre et antique dans sa façade, reprend l'esprit baroque par son caractère d'immensité. En gros, au XVIIe siècle, il n'est pas un monastère ou une église qui soit construite dans un style autre que le baroque dans le monde catholique, l'un des plus grands exemples étant l'abbaye de Melk, tandis que les châteaux et palais, particulièrement français, sont eux caractérisés par l'architecture classique. C'est le cas de Vaux-le-Vicomte, d'une partie du palais du Louvre ou encore de la place Vendôme à Paris. Le maître de l'architecture classique en France est Louis le Vau. Enfin, sous la Régence, puis dans la première moitié du règne de Louis XV s'impose le style rococo, qui, par rapport au classique,
consiste en un adoucissement, une peinture plus douce et mélancolique, et dont l'un des principaux représentants est Antoine Watteau, peintre des fêtes galantes et des promenades aristocratiques. Rappelons qu'au XVIIe siècle se met en place un académisme qui sera remis en question au XIXe siècle, consistant en une hiérarchie des types de tableaux. Voici la hiérarchie des genres. En premier vient la peinture d'histoire, considérée comme le sommet de ce qui doit se faire artistiquement. Ensuite vient le portrait, puis la scène de genre, donc comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode, un tableau mettant en scène une situation sociale comme un banquet, une personne exerçant une activité ou encore une scène de rue. Quatrièmement, le paysage, et enfin tout en bas de la hiérarchie, la nature morte. C'est notamment l'Académie royale de peinture et de sculpture, ancêtre de l'Académie des beaux-arts en France, qui va contribuer à fixer ces standards. L'Angleterre était depuis le XVIIe siècle lieu de puissante lutte entre esprit puritain et esprit de la gentry, l'esprit sobre et protestant contre celui encore influencé par la France et remontant plus loin par les références antiques. La gentry, peu goûteuse du style baroque, mais très inspirée par les travaux datant de la Renaissance d'Andrea Palladio, qui avait réalisé la Villa Rotonda à Vicence, demeure qui, de par ses proportions et son style, devait s'imposer comme référence absolue des nobles anglais cherchant à se faire construire des manoirs, inaugure un style que l'on nomme palladien. Par ailleurs, il faudrait s'arrêter sur la conception des jardins. L'opposition jardin à la française contre jardin à l'anglaise atteint son apogée. Il est amusant de constater qu'on retrouve, même dans l'art du jardin, l'éternelle opposition entre nord et sud, démarche empirique et démarche rationnelle, qu'en plus de trouver en philosophie, on trouvait aussi en peinture. Les jardins à la française ou à l'italienne suivent un plan méthodique, structuré et symétrique, là où les jardins à l'anglaise laissent beaucoup plus de place à l'intuition, partent d'un arbre précis, d'une rivière ou d'une perspective, pour agencer autour un paysage coloré et harmonieux. Le jardin de Stourhead, dont la conception doit à l'admiration qu'avaient ses créateurs pour les peintures de Claude Lorrain, est une merveille de jardin à l'anglaise couronnée par la villa palladienne qui trône sur ses pelouses. En peinture, il faut noter l'originalité de William Hogarth. Dans un contexte puritain où la peinture est peu appréciée, à l'exception des portraits, et où les artistes étrangers, notamment à Londres, sont souvent préférés aux Anglais, Hogarth, à la fois peintre et graveur, parvient à la renommer en créant tableaux et estampes inspirés d'un très fort moralisme qui plaît aux puritains. Aimant à réaliser des suites qui constituent des histoires, bien souvent de déchéance morale et sociale, de condamnation de l'alcoolisme ou de la débauche, il fut très apprécié auprès du petit peuple, bien qu'il regrettât longtemps de ne pas être considéré comme l'égal des plus grands. Il y a à cette époque une mutation d'ordre sociologique dans ce que représentent les tableaux. Si auparavant les scènes représentant le peuple étaient majoritairement des scènes collectives, les portraits individuels étant surtout réservés à la noblesse ou à la très haute bourgeoisie, il y a au milieu du XVIIIe siècle une montée d'intérêt pour la vie simple des petites gens corrélée à la montée de l'individualisme des Lumières. En France, on voit ça avec Chardin, chez qui la filiation avec Vermeer est évidente. Enfin, la peinture de paysage conserve un dynamisme jamais vraiment éteint depuis Watteau, avec Thomas Gainsborough en Angleterre ou encore Fragonard en France. Enfin, l'art du portrait en Angleterre est porté à son sommet avec Joshua Reynolds. Au XVIIIe siècle, deux tendances naissent et se renforcent. Le retour aux standards antiques se fait de plus en plus prégnant. En tout point, on veut imiter les Grecs, que ce soit en architecture ou en peinture. Le palladianisme est dépassé, et la gentry anglaise se fait construire des villas à l'image des temples athéniens, comme c'est le cas par exemple d'Horace Walpole, que l'on peut considérer comme l'un des premiers dandys. Le statut des artistes change. Ils ne fréquentent plus les ateliers des maîtres, mais des académies. On voit bien, avec ce terme, l'héritage athénien, des académies bien plus institutionnelles. En parallèle émerge un mouvement tout nouveau, nostalgique de l'époque médiévale que l'on va qualifier de romantisme. Cette fascination pour les thèmes héroïques gréco-romains, on la retrouve typiquement chez le plus célèbre des peintres officiels de la Révolution française, quasiment son peintre officiel, Jacques-Louis David. Mais une grande rupture qui fait entrer de plein pied la peinture dans l'époque contemporaine n'est pas tant dans la dimension technique que dans la conception du tableau et de la démarche artistique.
Les thèmes, désormais, ne sont plus forcément ni sacrés, comme les épisodes bibliques ou mythologiques, ni, lorsqu'ils sont profanes, pensés dans un cadre précis et structuré, comme les scènes de genre, c'est-à-dire sociales à la Bruegel ou Hogarth, les portraits, les bustes en sculpture. Non, les thèmes peuvent être complètement abstraits, ne plus avoir de signification précise, ou bien en un sens réservé à l'auteur du tableau, ou bien peuvent être complètement allégoriques, représenter la folie, les hallucinations, ou une mythologie totalement personnelle à l'artiste, sans aucun lien avec les récits historiques ou cosmiques de l'humanité. Ainsi, Francisco de Goya est un précurseur important de l'esthétique romantique de la modernité en peinture. En fait, une des conséquences de cet attrait romantique pour les idéaux du Moyen-Âge est un retour à l'idée d'un délaissement du réalisme pour une dimension plus transcendantale, onirique de l'œuvre d'art. Bien sûr, le réalisme n'est pas, en réalité, complètement abandonné dans sa dimension technique. Mais il suffit de voir les tableaux de Caspar David Friedrich ou de William Turner pour comprendre à quel point la part de l'allégorique et de l'abstraction tranche avec la peinture des siècles précédents. Dans le livre Histoire de l'art, que j'ai utilisé pour réaliser cet épisode, Ernest Gombrich est assez dur avec le XIXe siècle, en ce qu'il l'estime peu inventif sur le plan du style, en dépit de sa frénésie de construction liée notamment à l'urbanisation. Il pointe en fait un phénomène historique capital, qui a eu de très grandes influences sur l'art, l'artisanat et leur perception. La révolution industrielle. De par la mécanisation et les inventions au XIXe siècle, de nombreux secteurs artistiques s'effondrent. L'art et les artistes vont devoir se réinventer, se redéfinir. L'émergence d'une nouvelle classe moyenne libérale et urbaine en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord va faire apparaître deux phénomènes. D'une part, la liberté de plus en plus grande des artistes dans le choix de leurs thèmes, résultante de la rupture dans la tradition évoquée précédemment. Cette liberté ne se fait pas sans contrepartie, et notamment le risque de marginalisation et de précarité de plus en plus important pour les artistes qui choisissent des thèmes ou des méthodes de travail peu consensuelles ou trop avant-gardistes. D'autre part, une formidable expansion de la taille du marché de l'art, ce qui a pour conséquence le pullulement d'artistes médiocres, de reproductions grossières et de croûtes. Entre le public et les artistes, la méfiance était généralement réciproque. Aux yeux de l'homme d'affaires arrivé, l'artiste avait toujours quelque chose d'un imposteur qui demande des sommes absurdes pour un travail qui n'en est pas un. Les artistes, de leur côté, prenaient un malin plaisir à épater le bourgeois, à le choquer, à heurter sa suffisance. Ainsi naquit l'une des grandes obsessions de l'art contemporain, la volonté de choquer, de déranger. Pour Gombrich, l'histoire de l'art est avant tout l'histoire d'une individualisation croissante de l'expression et du but de l'artiste. De l'Égypte antique uniformisée à l'art contemporain en passant par la rupture de la Renaissance, il y a un gouffre. Les artistes italiens ou hollandais avaient déjà une identité propre, une sensibilité particulière dans la réalisation de leurs œuvres. Mais ce qui sépare fondamentalement les artistes contemporains, c'est-à-dire après la Révolution française, de leurs prédécesseurs, c'est que si l'expression personnelle des artistes était identifiable à la Renaissance, elle n'était pas centrale. Chez les artistes contemporains, l'art est le moyen d'expression absolu. Le principal but de l'art devient d'exprimer la personnalité de l'artiste. Élève de David, Jean-Dominique Ingres, chef de file des conservateurs sur le plan artistique, porte l'art du réalisme à un niveau de perfection considérable. Avec lui, on s'approchait presque d'une précision photographique. Eugène Delacroix, de son côté, refusait cette posture. Réémerge alors le vieux débat italien sur l'opposition entre le dessin et la peinture, la forme et la couleur. Moins précis dans son dessin, Delacroix compte en effet avant tout sur le jeu de lumière, la vitesse et le mouvement pour susciter l'émotion. Des charges de cavalerie arabe à la liberté guidant le peuple, cela est parfaitement réussi. Face au caractère onirique et brumeux du romantisme et au caractère héroïque et grandiloquent des thèmes issus de la Révolution française, Gustave Courbet va lancer un mouvement alternatif, le réalisme. Provocateur né, on retient souvent de lui son origine du monde, mais il fut un grand peintre tant des modèles féminins que de la vie paysanne et campagnarde. Dans la même veine, le controversé Édouard Manet fut sûrement le plus célèbre peintre issu du célèbre Salon des Refusés de 1863. Ce salon n'avait pas été créé afin de se moquer des œuvres prétendument grotesques, mais en fait voulu par Napoléon III,
afin d'offrir un espace aux artistes qui avaient été refusés par la sélection de l'Académie des Beaux-Arts. L'un des principaux apports de Manet fut de remettre complètement en cause l'idée traditionnelle de perspective telle qu'elle était promue depuis la Renaissance. Son idée était de réussir, avec le moins de coups de crayon possible, à donner une idée d'une scène, d'un mouvement, d'un effet de lumière. On le voit notamment dans ses lithographies. Disciple de Manet, Claude Monet est le chef de file de l'école impressionniste. Peignant souvent dans son bateau-atelier, il se caractérisait par une adaptation permanente aux contraintes de l'environnement durant son travail. Ainsi, le flottement, le vent, la fumée ou tout autre élément extérieur étaient pris en compte et représentés. Et pour cause, Claude Monet est sûrement le maître absolu de la représentation des vagues que l'impression, la sensation physique de les éprouver a su rendre si particulières. Idem pour les rafales et autres levées ou couchers de soleil. Dans l'affrontement, si on peut le nommer ainsi, entre dessin méticuleux et touches de peinture, Monet se situe résolument dans le second camp. Les conditions mouvantes de son travail rendant impossible l'application même de la première tendance. En fait, au milieu du XIXe siècle, une révolution technique allait mettre à mal toute une conception par trop réaliste de la peinture. L'invention de la photographie. Désormais, les peintres réalistes se voyaient surpassés et la précision des photos, le temps d'exposition pour les photos devait rapidement baisser après des débuts compliqués, la précision des photos devait plonger la peinture réaliste dans une crise inextricable. Celle-ci va profiter largement, il faut le concéder, aux peintres comme Monet et faire la gloire des impressionnistes, sachant que pour se détacher de la précision photographique, encore fallait-il se distinguer d'une autre manière, avec des jeux sur les couleurs par exemple, avec l'imaginaire. En sculpture, Auguste Rodin applique avec brio les préceptes impressionnistes. Grand admirateur des sculpteurs classiques, il n'hésite cependant pas à tenter de dépasser l'idée de réalisme strict. C'est à la fin de ce siècle que va naître ce qu'on appelle aujourd'hui l'art nouveau, son sens de la courbe et de la perspective si particulier. Avec les grandes épopées coloniales se développe en Europe une grande fièvre orientaliste, une volonté de sortir des canons occidentaux classiques. Et avec l'essor des journaux et des affiches, c'est notamment l'art japonais de l'estampe, particulièrement adaptable à ces modèles, qui va beaucoup frapper les artistes européens. Le plus connu des illustrateurs de l'époque est sûrement Henri de Toulouse-Lautrec. En architecture, on ne peut pas ne pas citer l'influence des Belges, et en particulier celle de Victor Horta. L'école impressionniste est extrêmement fertile. Les nouvelles techniques de peinture mises en place par ces peintres ont suscité les innovations créatrices, tant sur le plan technique que sur le plan de l'imaginaire, de nombreux autres. Ainsi le pointillisme de Georges Seurat, ou plus tard le fauvisme, puis le cubisme. Tandis que les impressionnistes gardaient, en dépit de leurs innovations, une conception relativement réaliste de la représentation de la nature et des objets, deux artistes, Paul Cézanne et Vincent van Gogh, vont introduire une rupture dans le rapport à la proportion des objets. Et pour cause, ils éliminent complètement cette donnée. Ce n'est pas par médiocrité artistique, mais bien au contraire, afin d'attirer l'œil du spectateur sur un aspect particulier de l'espace ou de l'émotion du peintre. S'il devait être considéré comme révolutionnaire a posteriori, ce ne fut jamais, contrairement aux premiers impressionnistes, l'objectif initial qu'il se fixait. Ils ne cherchaient pas à choquer ou à épater la galerie. Plutôt humbles, ils étaient même marginalisés et si Cézanne finira par connaître le succès, Van Gogh va se suicider relativement jeune. Il faut également citer, en rapport avec l'orientalisme évoqué plus tôt, l'œuvre de Paul Gauguin, qui, après sa rencontre tragique avec Van Gogh, puisque ce dernier va tenter de l'assassiner, se rendit en Polynésie et s'inspira des formes de l'esthétique maori. Ernest Gombrich, jugeant les démarches de Cézanne, Van Gogh et Gauguin comme étant majeures dans le passage à l'art moderne, au moment de l'essoufflement de l'impressionnisme, explique la transition en ces termes. Cézanne avait déjà compris que la recherche impressionniste de l'instant fugitif avait fait négliger le solide et le durable des formes de la nature, qu'on avait, en un mot, perdu le sens de l'ordre et de l'équilibre. Van Gogh avait clairement vu qu'en cédant totalement à l'impression visuelle, en ne se souciant que des réalités optiques de la lumière et de la couleur,
l'art risquait de perdre cette intensité passionnée nécessaire à l'artiste pour s'exprimer pleinement. Gauguin, enfin, était profondément insatisfait des artifices de la vie et de l'art de l'Occident. Ces trois peintres sont à l'origine de trois mouvements essentiels de l'art moderne. Cézanne ouvrit la voie au cubisme qui allait bientôt naître en France, Van Gogh à l'expressionnisme qui devait trouver en Allemagne son meilleur terrain, et Gauguin à différentes formes de primitivisme. Si en architecture les canons esthétiques vont se renouveler du côté de l'Allemagne avec le Bauhaus, puis du côté des États-Unis, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, la peinture va garder quelque temps une certaine diversité de courants. D'abord avec l'expressionnisme dont l'un des plus grands représentants fut Edvard Munch, célèbre entre autres pour Le Cri. Dans la veine de Van Gogh, l'expressionnisme laisse une grande part aux déformations qui traduisent davantage l'esprit vécu que la scène perçue. C'est notamment par cette démarche que va naître l'art abstrait. C'est Vassily Kandinsky qui lui donna son expression la plus célèbre. Dans le monde francophone, c'est plutôt le cubisme, travaillant sur la forme et la géométrie, qui va avoir grand succès sous l'égide de Georges Braque et qui va considérablement influencer la carrière de Pablo Picasso. Enfin, il faut noter l'influence un peu moins grande mais non négligeable du fauvisme, travaillant sur les couleurs et les contrastes, et dont le représentant le plus célèbre est Henri Matisse. Après la Première Guerre mondiale, un mouvement intellectuel et artistique va naître, tant influencé en peinture par l'impressionnisme et ses successeurs cubistes et expressionnistes, qu'intellectuellement par le freudisme. Il s'agit du surréalisme. Son peintre le plus célèbre est Salvador Dali, éternel peintre du rêve et de l'inconscient. Enfin, le XXe siècle fournit son cadre au futurisme, qui s'épanouit en Italie, et exalte lui la vitesse, le mouvement, la technique et la mécanique. Le mouvement Dada fut un précurseur en matière de collage, d'art plastique et de ce que l'on a appelé au XXe siècle l'art de la performance. On peut citer Marcel Duchamp comme l'une des têtes de pont de ce mouvement qui va influencer plus tard l'émergence du pop art, où se fait en particulier connaître Andy Warhol. En France, on pourrait citer en matière de collage le mouvement lettriste qui se proposait en parallèle de ses performances de mener une réflexion critique sur l'art au point de vouloir tuer celui-ci. Mais la fin de cet épisode est aussi l'occasion d'émettre un point de vue réflexif sur l'évolution contemporaine de l'art. Dans son livre, Ernest Gombrich émet quelques réserves quant à l'évolution de l'art, et c'est notamment pour lui l'occasion de critiquer une certaine obsession du changement, de l'avant-garde, et de la modernité qui devient quasiment une forme de nouveau conservatisme, de nouveau dogmatisme. Il explique cela par plusieurs facteurs, mais notamment par le fait que les critiques et le public s'étant parfois par le passé ridiculisés à critiquer de nouveaux mouvements, pourtant révolutionnaires, appréhendent l'idée de passer pour réactionnaire à chaque fois qu'émerge quelque chose de nouveau, et se gardent donc systématiquement de le critiquer, même quand c'est objectivement mauvais. Il suffit qu'un style ou une recherche soit proclamée contemporain pour que la critique se sente obligée de le comprendre ou de l'encourager. Sous l'influence de cette philosophie du changement, les critiques ont perdu le courage de critiquer et sont devenus plutôt des chroniqueurs de l'événement. Ils ont justifié ce renversement d'attitude en dénonçant l'incapacité flagrante de certains critiques du passé à percevoir et accepter l'émergence de nouveaux styles, en particulier l'impressionnisme. Alors naquit la légende que les grands artistes étaient toujours rejetés et raillés de leur vivant. Aussi le public fait-il maintenant un effort louable pour ne plus rien rejeter ou railler. Une importante minorité s'est pénétrée de l'idée que les artistes représentent l'avant-garde de l'avenir, que ce ne sont pas eux qui sont ridicules, mais nous, si leurs valeurs nous échappent. En fait, ce n'est pas seulement ici une critique du marché de l'art, mais de l'évolution des sociétés et des mentalités modernes en général. C'est assez intéressant et on peut trouver chez Gombrich quelques intuitions qu'on verra plus tard brillamment théorisées chez des philosophes critiques de la modernité consumériste, libérale et libertaire comme Jean Baudrillard ou Michel Clouscar. Voici les points de critique énumérés par Gombrich. D'une part, la critique d'art s'est affaiblie par conformisme social du progrès. Les critiques et le public ne veulent plus critiquer par peur de passer pour ridicules et réactionnaires. Ensuite, le marché de l'art, c'est-à-dire les industriels, les entreprises, ou encore les clients dits branchés, exige toujours plus moderne pour se distinguer des autres. L'artiste lui-même, et pas seulement le critique ou le public, est contraint de suivre cette course au nouveau,
au risque de passer pour rapidement démodé. Ensuite, l'art passe au XXe siècle pour être l'un des derniers lieux quelque peu épargnés par l'uniformisation des mentalités et des modes de vie. L'expression individuelle fantaisiste et le fait de choquer le bourgeois plaît en réalité autant, si ce n'est plus, au bourgeois qu'à l'artiste lui-même. Le bourgeois adore être dérangé. L'artiste est ainsi encouragé à plonger dans le nihilisme, l'abstraction et la déconnexion au réel, tant qu'il permet au bourgeois de s'évader de son monde concret et d'être toujours plus surpris par quelque chose d'inattendu. Enfin, l'explosion de la fascination dans le monde bourgeois pour la psychologie et le tabou, qui se trouve être ce même monde à la pointe du commentaire artistique, a mené à un encouragement des artistes, initialement bénéfique, à exposer leurs souffrances, leurs tortures, leurs problèmes psychologiques. Mais, et c'est là le problème, au point de ne plus faire de l'art qu'une alternative à la thérapie psychiatrique. Là où l'art avait précédemment la fonction exactement inverse de donner un aperçu de la perfection et de délivrer un idéal de beauté et d'amélioration. De nos jours, toute vision optimiste de l'art est raillée comme ringarde, naïve, voire perçue comme suspecte. Gombrich évoque également la responsabilité particulière des marchands d'art et des professeurs de dessin dans l'évolution de la perception de la peinture, mais rappelle également le rôle de l'émergence de la photographie dans l'effondrement du naturalisme. Enfin, la dernière théorie qu'il développe est intéressante car elle rappelle, dans un contexte très particulier de guerre froide, à quel point l'opposition occidentale à une peinture officielle à la fois collectiviste, réaliste et obligatoirement positive autant que mensongère des académies soviétiques ou chinoises a fini par produire un consensualisme autour d'un art plus individualiste et abstrait et a associé cette forme d'art aux seuls qui défendent authentiquement la liberté de l'artiste. Cela nous rapproche ici largement de la thématique évoquée par Guy Debord de la société du spectacle, et notamment de ses aspects respectivement diffus et concentrés, c'est-à-dire tels qu'ils se déploient dans les sociétés occidentales libérales concernant le spectacle diffus, et dans les sociétés communistes du bloc de l'Est dans le cas du spectacle concentré, deux modèles qui se construisent en opposition respective, et de cette manière, paradoxalement, s'alimentent mutuellement dans leur dogmatisme et leur conformisme. Mais ce concept très important de spectacle proposé par Guy Debord fera sûrement l'objet prochainement d'une vidéo à part, d'un hors-série d'Historiapolis. Voilà en tout cas pour cette série en 2 épisodes sur l'histoire de l'art. En un peu moins d'1 heure, nous sommes partis des origines de l'humanité et de la grotte de Lascaux jusqu'aux galeries d'art contemporain de New York, Paris et Milan, en passant par les civilisations égyptiennes et grecques, l'art italien et flamand de la Renaissance ou encore les mouvements artistiques inventifs du XIXe siècle que sont l'impressionnisme ou encore le réalisme. Voilà pour cette série, je vous remercie d'avoir suivi ces 2 épisodes. Si vous les avez appréciés, je vous encourage à les liker, à les partager et à les commenter. Et à bientôt pour une nouvelle série d'Historiapolis.